Alright, bienvenue sur le 694 podcast. We are Max at number 4. 4e épisode, welcome back. Vous avez vu le titre les gars, on a parlé jusqu'à présent de beaucoup de choses concernant le fitness, la fondation, un peu notre philosophie, la façon dont on voit un peu le mouvement et le fitness. On va rester dans le même thème, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le concret, dans l'Aerox. Ouais, et étant donné que c'est un week-end assez important pour le monde de l'Aerox, avec le majeur de Phoenix qui a lieu ce week-end, ouais. Ça faisait sens pour nous de pouvoir un petit peu développer ce sujet-là et on espère un sujet qui vous intéressera également. Ouais, parce que maintenant, avec tous les temps qu'on est encore en train de voir et qui n'arrêtent pas de descendre, on est en train de se poser des questions. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que là, pour l'instant, à l'heure où on recorde cet épisode, il y a Alex Ronkovic qui vient de taper un 53 minutes et 16 secondes. Mm-hmm. Proche du record du monde de nouveau. Ouais, les doubles sont passés aussi. C'est hallucinant de voir à quel point les temps ne font que descendre. C'est dingue par rapport même à si on compare avec des temps de l'année dernière où des 50 minutes étaient déjà stratosphériques. Ouais. À l'heure actuelle, on a l'impression que si on fait un 50 minutes, on se retrouve, on n'est même plus dans un top 5. Donc ça fait peur, mais ça montre aussi à quel point l'Aerox évolue et à quel point je pense qu'il y a de plus en plus de compréhension derrière ce sport. Et ça continuera à évoluer de plus en plus. Ouais, parce que quand tu regardes, nous, quand on a fait les championnats du monde l'année passée, on était content avec un petit 55 minutes. Hein. On était très content et on pensait qu'on était déjà très bien placé. À l'heure actuelle, on se rend compte qu'avec un 55 minutes, on vaut pratiquement plus rien. Et il va être temps qu'on puisse remettre un petit peu nos chaussures et qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu'on vaut. Ouais, je dirais pas médiocre, mais clairement, quand on voit les temps maintenant et les classements, 55 minutes, c'est pas avec ça qu'on est capable de se qualifier maintenant en tant qu'élite 15. Clairement pas. Loin de là. Ici, pour vous remettre un peu en contexte, on voulait de base se présenter pour Aerox Amsterdam, chose qui a été revue de par la blessure de Max, c'est parce qu'il sniffait un peu du nez. Si vous avez écouté le podcast de la fois passée, il n'était pas en forme, là maintenant ça va, il est un petit peu à la pêche. Je reprends du poil de la bête, je ne cours toujours pas et là-dessus je vais prendre un tout petit peu la parole sur cet aspect-là, mais comme tu le dis juste avant ça, Aerox Amsterdam sur lequel on a dû faire l'impasse. Et voilà, ça c'est pas grave et ça nous permet de mettre notre focus sur autre chose. À l'heure actuelle, Aerox de Mechelen, qu'on a déjà réalisé. C'était, je pense, même notre premier... Non, le premier c'était à Amsterdam. Non, mais ensemble à Mechelen, donc il est symbolique. Ouais, très symbolique. Ouais. Donc on a intérêt à le refaire. Ouais, donc j'espère vraiment que tu vas te débarrasser de cette blessure et que tu vas respecter ce que le doc il dit. Ouais, mais pour l'instant il dit rien, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indices. Mais non, pour l'instant il dit rien. Ouais. Mais donc voilà, Aerox focus en tout cas pour l'instant sur la prochaine prépa Mechelen qui a déjà commencé. Pour toi comme pour moi, comme pour la plupart des athlètes qu'on suit. Ils en sont, je pense, à la 4e semaine. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait 12 semaines de prep. C'est depuis début janvier, quand on a fait un peu ce transfert de plateforme et on proposait cette prep de 12 semaines. Donc là, maintenant, il y a déjà les 4 premières semaines qui sont faites. On a vraiment des chouettes retours dessus. Donc, ça, c'est super gai à entendre. Et vu que le monde de l'Aerox ne fait que s'épandre et que ça devient à chaque fois de plus en plus important, on voulait faire cet épisode pour remettre un petit peu en contexte qu'est-ce que ça représente d'être en prep et de remettre un peu ces principes élémentaires de ce qu'il devrait y avoir dans une préparation. On sait que les préparations peuvent être à chaque fois d'une durée différente, les intensités vont être différentes en fonction du niveau, mais en gros, à chaque fois, quels sont les principes qui doivent toujours être là et qui doivent être bien compris pour qu'une prep soit réussie. Donc ça, c'est vraiment... aussi un sujet qu'on voulait partager avec vous. Ouais, et d'autant plus qu'on accorde énormément d'importance aux phases sur une année et aux phases de préparation. Et que quand on parle en général de préparation, c'est parce qu'on va chercher une performance. Exact. Et que du coup, on est vraiment sur une période temporelle vraiment très très précise où le but, c'est d'aller chercher un temps, de voir une amélioration et d'être spécifique par rapport à cet objectif. Max, si tu devrais définir l'Aerox le plus précisément et le plus simplement possible, comment est-ce que tu mettrais ces définitions ? Alors,
pourrait définir l'Aerox de manière très variée, très différente, mais pour faire très très simple, on le sait, il y a une composante de run et il y a une composante de force. L'association de ces deux composantes forme un format réplicable, simple, et qui a été un peu catégorisé comme de Fitness Global Racing. Donc vraiment le principe d'avoir une course de fitness très générale qui permet de répéter des efforts, peu importe où est-ce qu'on le répète dans le monde, et d'avoir ces adaptations, que ce soit sur le run ou sur les entraînements de résistance. Je pensais que tu pouvais faire plus simple que ça. J'aurais pu faire beaucoup plus simple. J'aimerais bien avoir, du coup, ta définition. Je suis parti dans des explications un peu trop complexes. Moi, la définition la plus simple que j'ai vue, c'est que l'Aerox, c'est un sport hybride d'endurance sous contrainte. Ah ouais. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah ouais. Ça, c'est plus simple. Si vous écoutez ce podcast et que vous savez ce que c'est qu'un Aerox, vous savez que c'est un event d'endurance principalement où la composante principale c'est le run, mais que chaque kilomètre de run, vu qu'on en a 8, est interféré par une station fonctionnelle. Ça, je pense que les gens l'ont compris, mais je trouve que le fait de mettre juste cette définition que c'est un sport hybride d'endurance, parce que ça l'est, sous contrainte, ouais. Parce que les contraintes viennent de par les stations fonctionnelles, bah, ça permet de faire une petite définition beaucoup plus simple que ce que tu as dit beaucoup plus simple. Juste avant. Beaucoup plus simple. Mais là-dessus, il y a quelque chose sur lequel je voulais repasser, ou en tout cas exprimer un tout petit peu le principe d'un sport hybride. Si on part du principe que l'entraînement hybride, c'est un entraînement où on travaille des qualités physiques opposées. C'est tu travailles une qualité qui n'améliore pas la seconde. Ça, c'est l'entraînement hybride, pur et dur, de la manière la plus simplifiée. À partir du moment où on a un seul objectif, et dans l'occurrence, l'Aerox, l'objectif, c'est d'être le plus rapide possible, de terminer cette course le plus rapidement possible, un petit peu à la même idée que sur un triathlon. On peut s'entraîner d'une manière hybride en croisant les entraînements, mais la course en elle-même n'est pas une course hybride. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué à voir la nuance, et c'est des propos qui sont tenus également par Alex Viala, qui est un petit peu le ponte de l'entraînement hybride. Tu peux t'entraîner de manière hybride sans que ton sport soit hybride. Ouais. Et ça, après, les différentes nuances et la façon dont on approche l'hybride, vous savez que c'est aussi un sujet qui est vaste et au final qui doit être interprété plus en fonction de son approche et les différentes composantes que la compétition comprend. Exactement. Mais ça reste un sport hybride dans la manière dont on va s'entraîner. Parce qu'on va devoir travailler sur les différentes qualités en sachant que l'une ne va pas spécialement améliorer l'autre. En tout cas, il va y avoir une certaine concurrence entre les différentes modalités qu'on va s'entraîner. Mais la finalité fait que on s'entraîne de manière hybride pour avoir un seul objectif commun, terminer le plus rapidement possible. C'est ça. Et ça permet de pouvoir directement mettre en avant ce premier principe qui est de comprendre quelle est la demande réelle de cette course, de cette compétition. Ouais, et je pense que ça vaut la peine pour beaucoup de personnes de se poser, peu importe le sport dans lequel tu évolues, c'est d'arriver à comprendre la demande de ton sport. Et ça demande de décortiquer ce sport, ça demande de comprendre les tenants et les aboutissants. Et à partir de ce moment-là, je pense que tu as déjà une compréhension beaucoup plus importante de ce que tu vas devoir faire pour développer ces qualités. Oui, je pense que ça reste complexe à comprendre pour la majorité des gens parce qu'il y a beaucoup de modalités. Ouais. C'est comme le CrossFit. Ils ont réussi à mettre une définition très simple par rapport à toutes ces différentes modalités et d'être le plus fit. Avec l'Aerox, c'est forcément différent. On a dit que c'était un sport et une approche qui était beaucoup plus axée sur l'endurance. Mais on reste quand même sur une discipline où on a du run, qui est la priorité, et on a 8 stations fonctionnelles qui font qu'en général, une compétition va durer entre 55, 75, 80 minutes. Et il faut réellement comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette période, dans cette compétition, physiologiquement, d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi psychique, pour qu'on puisse forcément se préparer au mieux. Ouais. Et ça, c'est le point un peu crucial et important à bien comprendre. Oui, c'est ça. Et je pense d'autant plus en fonction aussi de là où tu viens,
L'aérox se trouve un petit peu l'intermédiaire entre des sports, on va dire, très rapides et en même temps des sports d'endurance. Si on fait l'analogie et qu'on veut le comparer avec des sports comme du triathlon, du long format, où on est sur des efforts qui vont durer probablement au-delà de 10 heures, clairement, on va parler à un triathlète, il va nous dire que l'aérox, c'est un effort proche du sprint. Parce que démarrer une course qui va durer 1 heure, pour eux, c'est très très court. Ouais. Et à contrario, si on prend un sprinter de 100 mètres et qu'on leur dit il va falloir faire une course d'1 heure et demie, ok, ils comprennent directement que c'est un sport qui va être beaucoup plus basé sur l'endurance. Donc c'est vraiment arriver à comprendre en fonction de ton bagage, où est-ce que se situe cet effort-là. Tu l'as dit, on est sur des efforts généralement qui vont être entre 55, allez, on va dire 50 minutes maintenant pour les meilleurs, jusqu'à 1h30, ça pourrait être des 2 heures. Mais donc déjà, arriver à comprendre qu'on n'est pas dans un spectre de la toute longue endurance. On n'est pas non plus dans quelque chose qui est très très court et qui demande des efforts très anaérobies. Mais on est quand même dans un spectre où on va devoir dealer avec pas mal de physiologies différentes et en fonction en plus de la catégorie dans laquelle on se trouve. Oui, disons que c'est un événement qui est majoritairement aérobique, ouais, mais avec des petits pics glycolytiques. Glycolytique. Là, on est dans du un peu plus technique, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'on est sur une durée, en tout cas comme on l'a dit, entre 55 et 75 minutes, qui, pour faire référence au milieu du run, correspond en général un petit peu à toute cette distance qui correspond au semi-marathon. Ouais. Donc pour ceux qui sont plus dans un contexte de run, c'est une bonne base de s'identifier avec ce type d'effort, ce type de stimulus, parce que c'est celui qui représente le plus quelque part ce qu'on va expérimenter dans un aérox. Sauf que comme on l'a dit, c'est pas un effort qui continue uniquement de run, il y a à chaque fois des obstacles. Et ces obstacles font qu'il y a une demande qui est particulière, qui est très spécifique à l'aérox. Ouais, il y a une demande musculaire qui est beaucoup plus locale. C'est ça. Par rapport à, bien que sur du run, on a une fatigue locale également, mais avec des enjeux qui sont un petit peu différents. On a des répétitions d'efforts qui sont simples, mais qui sont réalisées sous contrainte et sous fatigue. Donc là où ça diffère complètement d'une modalité comme juste la course à pied. Ouais. Tu as parlé d'un effort très proche d'un 20 km. Par expérience, je sais qu'on est davantage entre un 15 et un 20 km. La seule chose, c'est qu'on a très peu de repères généralement sur un 15 km parce que c'est pas le genre de format de course qu'on a l'habitude de réaliser. Donc, c'est vrai que de manière générale, si vous avez un peu l'expérience dans le run, vous savez qu'un 20 ou en tout cas un semi-marathon va être beaucoup plus proche de cet effort d'un aérox. Mais oui, arriver à comprendre ça. Et maintenant, ce que j'aimerais bien avoir ton avis, c'est déjà en fonction de la catégorie, en fonction de si tu évolues en pro ou si tu évolues en open. Et on pourra peut-être le faire également si on est sur du double ou sur du simple. Quelles seraient pour toi les différences majeures en termes de demande ? Si on est sur une compétition en solo, on est clairement sur cette définition comme on vient de la décrire. On est sur un effort qui est continu, avec cette demande qui est très très similaire à celle d'un semi-marathon, si on veut faire référence toujours à la course. Mais dès qu'on passe aussi dans le pôle de duo, c'est quelque chose de similaire, mais avec des interférences qui sont encore différentes. De par la nature que le run est continu, parce que tu dois le faire avec ton binôme, mais que lors des stations, on se divise la demande. Cette répartition fait que lors des stations fonctionnelles, l'intensité va être différente. C'est un effort qui, évidemment, on s'en rend compte, est complètement différent. C'est une gestion de course qui est complètement différente. Ce qui fait que c'est toujours compliqué de dire est-ce qu'une course duo ou une course solo va être plus intense. C'est, je pense, une question de duo, en fait, à mettre... Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, parce qu'en fonction, comme tu le dis, en fonction de ton duo, il va y avoir une gestion de course qui va être complètement différente. Est-ce que ça sera plus compliqué que faire un solo ? Oui et non. Est-ce que l'intensité sur un duo est généralement plus haute que sur un solo ? Ça, la réponse, elle est simple, elle est oui. Parce que l'intensité va être plus haute, on va se permettre d'aller chercher des intensités plus importantes parce qu'on sait qu'elle est suivie normalement par une période de récupération. Là où un solo te demande une gestion plus globale de ta course. Mais même chose, en fonction de si tu as un partenaire qui te permet de récupérer plus
c'est une course qui va te paraître beaucoup plus simple et c'est très compliqué à dire. Et quand on nous pose la question, parce qu'on ne nous l'a pas souvent, à savoir est-ce qu'un solo peut faire plus mal qu'un duo, c'est toujours très compliqué. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent on démarre sur un duo parce qu'ils ont peur du solo, mais un duo bien fait peut faire tout aussi mal qu'un solo mal fait. Ouais, clairement, il y a des nuances en fait à avoir. Énormément. Et c'est clair que le choix en fait du partenaire que vous allez prendre va jouer beaucoup au final sur la perception et le stimulus que vous allez avoir. Mais donc pour reprendre un peu sur le sujet, en duo clairement l'effort est un peu différent. Et puis après il y a la catégorie relais qui est encore un autre pôle. Encore complètement différent. Ouais. On est toujours sur un Aerox, mais là, vu que la répartition des stations et la durée totale à chaque fois d'effort est totalement différente, là, on est sur un registre qui est... la très haute intensité. De la très très haute intensité. On est en général sur des périodes de 6-8 minutes. Grand maximum. Grand maximum en fonction des stations. Donc là, clairement, on est sur une intensité. Si on isole ce moment et cette charge, sur quelque chose qui est totalement différent que ce qu'on est en train de discuter sur l'Aerox de façon plus globale. On a parlé de termes intéressants. Je pense que pour faire référence un petit peu aux zones cardiaques, ça pourrait être intéressant de pouvoir remettre un petit peu où on se situe dans un Aerox. Ouais. Dans une prépa Aerox, en tout cas de notre côté, on accorde beaucoup d'importance sur connaître ces zones. Et énormément d'importance sur le fait de monitorer nos entraînements et de savoir fin de semaine combien de temps est-ce qu'on a passé dans chaque zone. Parce que c'est ce qui va déterminer finalement notre performance aussi. Donc de manière générale, un Aerox, en tout cas en solo, devrait se faire dans le domaine d'intensité qu'on appelle le domaine élevé, où on est en zone 3 ou en zone 4 et de manière préférentielle plus la zone 4 où on se trouve vraiment au seuil, donc ce qu'on appelle un peu threshold. Le seuil anaérobie, là, comme Max est en train de le dire, c'est vraiment de dire qu'on est dans cette fin de zone 3, début de zone 4. Ouais. C'est un effort qu'on aime appeler confortablement difficile. C'est ça. Ça, c'est vraiment un terme qu'il faut bien comprendre parce que c'est clairement cette sensation et ce stimulus qu'on va devoir apprendre à maîtriser et à garder pendant cette période de la compétition. Et c'est ça qui va déterminer ta performance. Et ta performance va simplement être équivalente à l'intensité que tu es capable de tenir en maintenant cette sensation de confortablement difficile. Si à l'heure actuelle, ton confortablement difficile vaut 1h10, ça vaut 1h10. Si avec l'entraînement, tu peux, en restant confortablement difficile, donc en gardant exactement la même perception de l'effort, ce 1h10 se transforme en 1h05, mais ta perception est toujours la même, tu sais que tu t'es amélioré. Ouais. Tu vois ? Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, pour m'améliorer, je vais aller chercher une intensité qui n'est plus la même. Alors certes, tu auras peut-être amélioré ton temps, et encore, ça c'est à voir, mais par contre, tu aurais été chercher une intensité qui n'était pas la bonne, et qui probablement aura fait que ta course catastrophique. Ouais, c'est ça. Pour revenir un peu du coup sur ces zones, pour vraiment bien catégoriser, c'est de se dire que forcément, vous avez besoin de connaître ces zones. Et donc ça, si vous ne connaissez pas encore ces zones, il faut absolument faire soit un test de lactate, soit un test à l'effort pour avoir clairement une bonne idée de où on se situe en termes de pace, en termes de rythme cardiaque. Parce que sans ça, on est complètement dans le flou. Ouais, on peut le faire à la perception, et la perception reste quelque chose qui ne nous quitte jamais. Mais comme toujours, une phase d'une préparation, on essaie d'être le plus intentionnel possible et d'être à 100% dans ce qu'on fait. Donc, à quel point est-ce que c'est intéressant de laisser un tout petit peu cette perception et de travailler dans le flou? Je ne suis pas persuadé que ça soit la meilleure des solutions. Non, parce que les indications, quand on suit justement une préparation, il y a des allures, il y a certaines intensités à aller chercher, et quand on parle de threshold, il faut savoir à quoi ça correspond pour avoir la meilleure adaptation possible. Et donc cette fin de zone 3, début de zone 4, c'est ce jargon, c'est ce terme de threshold, de seuil anaérobie, qu'on doit apprendre à travailler, à répéter et à pouvoir bien comprendre pour être sûr qu'à chaque fois, lorsqu'on parle de ce terme et lorsqu'on doit aller dans ces intensités, on y est et on essaye de juste accepter son sort. Parce qu'au final, ces intensités, elles sont inconfortables et ça, c'est un point qui est super important aussi pour l'Aerox, c'est de se dire qu'il faut apprendre à holding the suck et de se dire que vraiment tenir cet inconfort,
ça fait partie de l'Aerox. Ouais, et on est censé, si on est à la bonne intensité, on le sait que tu travailles au seuil, tu travailles de threshold, on est capable de le tenir 45, 50, 60 minutes quand il est bien fait. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, et c'est là qu'il faut faire vraiment attention. Mais on sait que chaque passage au-delà de cette intensité-là coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et le seul moyen de pouvoir redescendre, c'est de diminuer ton intensité. Ouais. Et diminuer ton intensité probablement plus basse que celle que tu devrais maintenir pour avoir ta performance. C'est vraiment cette capacité à pouvoir juste tenir cette ligne orange-rouge pendant la bonne période et de ne pas dépasser d'un seul millimètre. Parce que si on dépasse, surtout quand on parle de solo, c'est que c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Et on le dit encore une fois souvent, pour moi, un athlète, c'est cette personne qui a cette maîtrise-là. Mais qui demande du temps, forcément. Ça demande de se connaître. Et c'est énorme. Le temps que ça te demande de passer, de maîtriser ces intensités-là, ça te demande à la fois du temps, ça te demande un énorme exercice, un petit peu d'ego aussi. Parce que ne pas s'autoriser à monter trop haut et à devoir te limiter, un tout petit peu limiter le rupteur, c'est compliqué parce qu'on a toujours cette envie d'aller chercher plus loin. Mais non, c'est vrai. Ouais, et ce que je rajouterais aussi à ça, c'est surtout l'écoute. Ouais. Tu vois, dans tous les entraînements qu'on réalise, en sachant que cette limite est très très fine et que c'est difficile de savoir si on est dans les bonnes zones, parce que si on est un petit peu trop facile, du coup, on n'est pas exactement à ce seuil threshold, et si on est un petit peu trop hard, on dépasse, et du coup, on sait que c'est difficile de faire marche arrière. Et que si on veut marche arrière, c'est que, comme tu l'as dit, on doit réduire l'intensité qu'on est en train de mettre, il faut prendre du temps de récupération. Alors tout ça, c'est très très bien de le faire pendant les entraînements, et ça va ça justement pour pouvoir se tester, pour pouvoir perfectionner toutes ces différentes choses. Et faire ces erreurs pour affûter au fur et à mesure lors de la préparation et lors de tous les entraînements avec de l'expérience cette zone qui est vraiment super importante. Donc je pense que ça c'était un bon point de pouvoir commencer cette discussion en se disant qu'il faut bien comprendre que c'est Aerox, c'est tout ce qu'on vient de discuter et que c'est très très spécifique. Ouais. L'autre principe qu'on voulait mettre en avant, c'est que l'aérobie, les gars, c'est la fondation. Ouais. On l'a dit dans l'épisode 1, on l'a dit dans l'épisode 2, on l'a dit dans l'épisode 3, on le redit dans l'épisode 4. Le mot fondation, je pense qu'il sortira à chaque podcast, soyez prêts pour ça. Ouais. Mais on va rester dans un contexte Aerox. Dans un contexte Aerox, et vous allez voir que du coup, la fondation, c'est une chose, on ne va pas avoir que de la fondation. Parce qu'encore une fois, à l'heure actuelle, on est dans un contexte de prépa. Et dans un contexte de préparation, on estime que cette base, que cette fondation, elle a sa place, ou en tout cas, elle a été construite en dehors de cette préparation. Exact. Et qu'à partir du moment où on démarre cette préparation, c'est que on va progressivement graviter vers la spécificité, vers des entraînements qui seront un petit peu plus qualitatifs, avec cette fondation qui restera évidemment comme un peu le pilier central et qui permettra un petit peu de faire l'intermédiaire entre les séances de qualité, entre les intensités, entre les moments où on sent qu'il faut récupérer, entre les moments où on sent qu'on peut pousser un peu plus. Il va y avoir toujours ce retour à la fondation. Et ça, on l'a déjà dit dans un podcast précédent. Quand c'est un petit peu le chaos, retourner vers cette fondation, on sait que c'est ce qui fonctionne. Parce que cette base d'aérobie, c'est une base qui a été construite il y a des années. On ne parle pas de moi. Tous ceux qui n'ont pas encore eu cette capacité d'avoir un certain volume d'aérobie au quotidien, semaine après semaine, on ne peut pas encore parler vraiment d'une base. Non. Elle se construit en ayant justement cette fréquence d'entraînement. Et là, pour avoir un peu un target, on parle en général de 3 à 5 expositions d'aérobie par semaine. Et on ne parle pas forcément des séances de run. Okay, ça, c'est super important aussi. Forcément, le run, c'est la voie pour l'Aerox qui est la plus importante parce qu'il faut être bon dans le run. Donc, il y a aussi cette touche de skill qui doit être développée. Mais là, on parle d'aérobie. Et pour être en aérobie, on peut le faire de plein de façons. Énormément de façons. On parle de machine sur ski erg, on parle de bike, on parle de swim, on parle de marche inclinée, toutes ces différentes composantes qui font que votre rythme cardiaque s'élève. Ouais. Et généralement, on va essayer de rester sur une composante
monostructurel. Ouais, c'est bien que tu le dis parce que c'était un point que je voulais aborder. À quel point cette capacité à rester le plus longtemps possible sur une seule discipline, c'est ça que ça veut dire monostructurel. Le run est une discipline monostructurelle. Si on parle juste du ski erg, et rien que le ski erg, c'est du monostructurel, c'est en passant beaucoup de temps, en répétant à chaque fois cette composante monostructurelle, qu'on va développer le plus de changements et qu'on va pouvoir vraiment mesurer un progrès et une amélioration dans notre capacité aérobie sur le long terme. Ouais. Et je voudrais revenir juste sur la fondation, on en a parlé, mais cette fondation, depuis quand est-ce qu'elle est travaillée? Dans notre cas, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on court. Je me considère comme débutant. Tu te considères encore comme débutant Absolument. Dans le domaine du run. 4 ans, c'est rien. On peut juste dire qu'à travers ces 4-5 ans, on a créé justement cette base. On a créé une base plus que solide. Mais c'est pour remettre un tout petit peu plus ce contexte, de se dire, non, c'est pas en courant 3 mois ou en ayant couru 3 mois avant de commencer une préparation qu'on peut se dire, ok, mais c'est bon, je cours, j'ai l'habitude, je sais courir. Non. Clairement. C'est 3 mois, c'est rien. 3 ans, c'est rien. 30 ans, là, on commence à parler. Ouais. Et là, on peut parler d'expérience. Là, on parle vraiment d'expérience, exact. Non, c'est clair, c'est un bon point. Et c'est-à-dire que quand, justement, pour revenir un peu sur quand nous, on a débuté, en tout cas, les sensations que moi, j'ai pu vraiment expérimenter, elles se sont fait ressentir seulement, je dirais, après 6 mois. Tu vois, 6 mois d'exposition continue avec 3 à 5 expositions d'aérobie. Tu parles des toutes premières adaptations que tu as pu ressentir au départ, quand tu as démarré. Quand j'ai mis le run en priorité et que j'ai décidé de mettre 3 à 4 runs dans mon quotidien, chose que je ne faisais pas avant, il y avait d'autres activités forcément, mais ce n'était pas quelque chose qui était à chaque fois exposé au quotidien. C'est vraiment après ces périodes que j'ai quand même pu ressentir certaines adaptations. Ouais, mais tu peux les ressentir également du fait que ça soit nouveau. Mais c'est là aussi à chaque fois, du coup, après, c'est une question de développement et de continuer à progresser sur cette base. Mais que, comme on l'a dit, c'est vraiment de se dire que il faut d'abord mettre cette base de 3, 4, 5, en fonction de là où vous êtes, exposition, et de se dire que c'est ce travail qui est à chaque fois au quotidien, semaine après semaine, qui va vous permettre de créer cette base. Et que, comme Max l'a dit, aujourd'hui la discussion, c'est vraiment de se dire qu'on est sur une prep de 12 semaines, donc on est sur un décours temporel qui est très très court, mais que cette fondation, cette base d'aérobie, vous pouvez pas vous dire qu'elle va être construite pendant ces 12 semaines. Voilà. Il faut vraiment se dire que c'est l'exposition et juste votre expérience qui fait que cette habitude d'avoir 3 à 5 entraînements arbitraires par semaine, c'est quelque chose qui est tout le temps là, dans votre quotidien, ça fait partie de vous. Est-ce que vous choisissez justement le run parce que c'est quelque chose que vous adorez et que vous êtes un runner, donc vous avez besoin d'avoir à chaque fois cette exposition à travers le run? Mais dans un Aerox, on sait qu'il n'y a pas que le run. L'exposition dans ce spectre d'aérobie peut être très bien fait sur machine. Ça peut être plein de différentes façons, et ça... j'encourage vraiment à être créatif justement dans ces sens, parce que clairement le run, c'est ce qu'il y a de plus simple. On met nos baskets, on sort et directement le rythme cardiaque il est élevé. Mais quand on doit développer cette aérobie avec différentes modalités... Et là, j'en suis un bon exemple. Voilà. À l'heure actuelle, je me tape une étape du Tour de France par jour. Donc, mais par contre, c'est dingue parce que oui, le run, on va dire que c'est mon amour numéro 1. Et si je devais choisir un travail monostructurel, ça serait le run sans la moindre hésitation. Mais tu te rends compte que tu peux faire du très bon travail sur d'autres modalités. Et là, en l'occurrence, depuis 1 mois et demi, j'ai pas mis un seul pied dehors. Je suis sur bike et ça se passe très très bien. Tu vois, même que ça soit très très chiant, même que ce soit très très long, je me sens très très bien. Et l'aspect monotone, justement, comme on dit, de monostructurel, c'est clairement présent. Ouais. Et j'ai l'impression que ça renforce encore plus même mon mental. Et ça, c'est un bon point. Parce qu'être sur un bike face à un mur, parce que je me mets face à un mur, parce qu'autant rendre le truc encore plus chiant,
face à un mur. Tu peux dire que tu regardes quelques vidéos aussi, des fois, en même temps. Quelques vidéos qui y passent. Mais mentalement, ça permet, pour moi, ça permet de renforcer aussi cet aspect-là. Oui, parce qu'on est sur un effort qui est inconfortable. Ouais, parce que c'est pas confortable. Et de façon prolongée. Ouais. Et donc, clairement, tu dois forcer ton esprit et ton mental à devoir accepter que c'est quelque chose qui est là. Il y a ces petites gênes qui sont là parce que forcément, sur un vélo pendant 1 heure, si t'as pas un bon short avec un petit coussin en dessous, c'est pas agréable. Même si on est sur le rameur, 60 minutes de rameur, c'est atroce. C'est pas agréable. Et je l'ai expérimenté aussi. Donc là, depuis 1 mois et demi, j'ai expérimenté beaucoup de choses qui seront... Et c'est de l'expérience qu'on prend nous pour nos coachings, pour nos programmes. Je dis pas qu'on va mettre 60 minutes de rameur comme target à atteindre dans nos programmes, mais clairement c'est une composante qui est là, qui est bien présente et qui va faire que tu seras juste plus fort après cette période et après cette bataille que tu auras réussi à franchir. Espérons-le parce que je commence à avoir dur. J'ai eu une discussion avec une amie qui me demandait simplement comment ça se passait. Et j'ai répondu que je peux continuer comme je continue à l'heure actuelle parce que je ne sais pas si oui ou non je vais pouvoir participer à l'Aerox de Mechelen, mais je sens aussi que je ne pourrais pas tenir ce rythme-là ou en tout cas continuer à m'infliger des entraînements aussi compliqués, aussi monotones si finalement il n'y a pas quand même un objectif à la clé. Ouais, je comprends. Tu vois ? Et pourtant, je suis le premier à dire qu'il faut arriver à aimer le process avant tout. Et je pense que là, d'autant plus, je le comprends davantage, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on est dans une phase de préparation comme celle-ci, tu peux enjoy le process autant que tu as envie. Ça reste une préparation et ça reste dur, ça reste chronophage et ça reste quelque chose qu'on n'est pas capable de tenir sur le long terme. Mm-hmm. Tu vois ? Et on a beau dire ce qu'on a envie, s'il n'y a pas un objectif à la clé, est-ce que cette préparation, est-ce qu'elle serait la même ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que tu peux tenir sur le long terme ? Clairement pas. Clairement pas. Parce que je pense que du coup, plutôt que de faire 2h30 de bike, il y a 10 millions de choses que je préférais faire. Non, mais c'est un bon point que tu apportes aussi, c'est de se dire que quand on a justement ce target, cette compétition sur le calendrier, c'est fou à quel point ça change notre comportement et de ce qu'on fait. Non, on n'agit plus par envie, on agit par besoin. Oui. Parce que tu sais que tu dois faire X ou Y pour atteindre cet objectif. Exactement. Et que même si, comme tu l'as dit, c'est pas la chose qui est la plus agréable, surtout que là maintenant tu dois dealer avec cette blessure, donc il y a de la frustration. Ouais. Tu peux pas faire le run, tu peux pas faire juste cette discipline et cette activité qui nous procure tellement de bonnes choses. Ouais. Donc il y a cette frustration et de se dire que ça fait partie des aléas d'une préparation, mais que clairement, le fait d'avoir cette date, de savoir qu'il y a quelque chose dans le futur qui va arriver, ça change absolument tout. Ça force parce que du coup, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a d'office cet objectif, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Je sais pas à quel point on peut dire que tu profites du process, mais t'y arrives quand même un tout petit peu parce que tu sais qu'il y a cette finalité-là. Donc même si c'est très inconfortable, même si c'est très dur, même si c'est très long à tenir, tu arrives à profiter un minimum parce que tu sais que tu auras peut-être cette récompense à la fin. Ça revient aussi sur le bouquin que j'ai évoqué, là, tu vois, Winning, par Tim Grover. Il disait qu'au final, c'est pas juste enjoying the process. Non, pas du tout. C'est what's the result. Tu vois, quel est le résultat au final? Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire ça qu'il faut profiter de cette accumulation d'expérience et de process et de tout ce qu'on met en place. Chose qui est vraie, on peut pas le nier, mais au final, ce qui nous anime, ce qui nous attire, c'est les résultats. Ouais. Oui, et pour avoir ces résultats, on sait qu'on doit aller chercher cet inconfort, et c'est ça qu'on aime. Mais on peut pas dire, si on devait juste enjoying the process, on rendrait le process beaucoup plus simple pour vraiment pouvoir en profiter. Parce qu'on est humain et parce que c'est dans notre ADN, c'est comme ça. Et on rendrait ça très très simple. Et on aurait, si on avait 1 heure, d'entraînement dans la semaine, ça serait très très bien. Ça fonctionnerait. Ouais. Non, mais ça revient du coup un peu sur
le point qu'on a dit, et que c'est à chaque fois ces petits efforts, et surtout quand on parle du domaine de l'aérobic, c'est à chaque fois ces efforts qui sont invisibles au final, que on ne peut pas percevoir à chaque fois de façon instantanée que notre easy zone to run de 45 minutes va contribuer à une amélioration. Mais c'est toute cette exposition à chaque fois, semaine après semaine, qui fait que on va avoir un changement qui va se créer, physiologique, et vous allez le ressentir à un moment donné. Moi, clairement, j'ai fait un peu une rétrospective comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à courir, je me rappelle très bien de cette prep de marathon que j'ai faite. À l'époque, à ce moment-là, je pouvais considérer un easy zone to run à 4,45, 5 minutes de kilomètre. Ouais. Ça, tu vois, c'était à chaque fois le pace qui me permettait de rester dans cette zone aérobie, zone confortable, vraiment d'endurance. Après 1 ou 2 ans, par exposition continue, et toujours se dire qu'il y avait toujours mes runs qui étaient là, avec forcément des volumes qui augmentent, parce que le but c'est de pouvoir continuer à chaque fois à progresser, et il y a forcément un peu cette adaptation. Ben, ça s'est vite transformé en 4,30. Ouais. Ce qui est déjà très très bien. Hein. Tu sens qu'après 1, 2, 3 ans d'exposition, ben, tu vois clairement qu'il y a ce changement qui fait que pour un même effort ou une même vitesse, c'est pas pareil. Ouais, mais attention, là on parle d'exposition constante et d'une exposition importante. Bien sûr. C'est juste à le respécifier, parce que le problème c'est que là on t'écoute et en pensant on va courir une fois dans la semaine, on va passer à 4,30. Non, mais ça c'est le travail acharné. Année après année. Mais au final, voilà, ça revient exactement sur ce qu'on veut dire. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, ben, ça prend du temps avant de ressentir cette amélioration, surtout pour ça. Pour donner un exemple où on va avoir un objectif plus de recomposition corporelle, ben, ces changements, il va déjà être un peu différent parce qu'on va pouvoir avoir ce feedback. Tu vois, pour remettre du contexte, forcément, prendre de la masse musculaire, ça prend aussi du temps, mais on peut voir que ce changement physique, il est visuel. Tandis que ce changement d'aérobie, il prend encore un peu plus de temps et il est interne. Quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu sais pas savoir physiologiquement quelles sont ses capacités cardiaques, tu vois. Quelqu'un qui est balèze, des gros pecs comme toi, tu le vois des kilomètres. On le voit, on fait la danse des pecs. Tu vois qu'il a des gros pecs, tu vois. Mais quelqu'un qui a cette capacité cardiaque, ça ne se voit pas. C'est uniquement quand il est en train de performer. Donc voilà. Ça, c'était ce deuxième principe. Et on passe au troisième. Il nous permet de passer sur ce troisième, qui est que l'entraînement spécifique, il est clairement indispensable, mais il n'est pas exclusif. Ouais. Et ça, là-dessus... Il y a aussi beaucoup de choses à dire. On a aussi beaucoup de choses à dire, et je pense qu'on va même utiliser un tout petit peu des exemples et pas mal de retours qu'on a pu observer un petit peu autour de nous. À quel point est-ce que l'entraînement pour un aérox doit être spécifique, et en tout cas le nombre de personnes qui veulent aller chercher uniquement de la spécificité pour travailler de l'aérox, c'est énorme. C'est énorme. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on se replonge déjà dans notre première exposition et le premier aérox qu'on a fait, on savait déjà qu'on n'allait pas faire que du travail spécifique. Non. Parce que ça, on sait que la demande de l'aérox est bien particulière, elle est bien demandante, et que c'est pas uniquement en travaillant sur les 8 stations ou en faisant des simulations aérox qu'on allait pouvoir voir un changement. Ça, c'est un point qui est super important. Mais ce qu'on se rend compte aussi, grâce à maintenant à toutes ces préparations et à cette exposition, c'est que l'aspect spécifique est important. Et que cette spécificité, ce qu'on a vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que elle est progressive. C'est-à-dire que quand on revient de nouveau dans notre contexte de 12 semaines, qui est arbitraire de niveau, une prep peut durer 8, elle peut durer 16 semaines, peu importe, mais en général pour un aérox, on se situe un peu dans cette période. Cette spécificité ne doit pas être une simulation aérox dès la première semaine. Non. Ça se construit. Tu vois, c'est de se dire que les entraînements qu'on va mettre en avant, qu'on parle souvent d'entraînement de qualité. Ça, je serais curieux de voir un peu ta définition en fait de ce que c'est qu'un entraînement de qualité, parce que c'est quelque chose qu'on entend très très souvent, surtout dans le jargon aussi un peu anglophone, de quality day. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre quand on utilise ce terme? Ouais, c'est parfois pas évident à comprendre.
Et c'est vrai qu'on l'entend souvent et on pense que quand on parle de séance de qualité, ça doit juste être une bonne séance. J'ai fait une séance vraiment de qualité aujourd'hui. Ouais, ça peut fonctionner. C'est une séance de qualité, mais c'est pas de celle-là qu'on parle. Ouais. Donc une séance de qualité, c'est une séance donc on entend énormément dans le monde du run et qui signifie simplement une séance qui est plus ciblée avec un volume ou une intensité plus importante. Donc vraiment qui est très spécifique ou en tout cas qui est beaucoup plus, comme on l'a dit, beaucoup plus ciblé par rapport à la demande du sport. C'est ça, c'est un objectif qui est unique, c'est le fait d'aller chercher certaines stimulations. Ouais, certaines allures, un certain objectif. Ouais. Et que dans l'Aerox, c'est la spécificité de l'Aerox. Mhm. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer du temps dans ce seuil anaérobie, dans ce threshold. On a besoin d'apprendre à pouvoir courir avec des contraintes. Le run compromis. Mhm. Donc tout ça, en général, c'est comme ça qu'on va essayer de rassembler une séance de qualité et de se dire que ces séances-là, c'est celles qui vont nous rapprocher le plus possible des sensations qu'on va avoir lors d'une compétition. Ouais, et c'est là qu'on se rend compte combien de séances de qualité est-ce qu'on devrait avoir sur une semaine. On ne peut pas en avoir 7. On ne peut pas avoir une séance de qualité par jour. Déjà, on s'en rendra compte à quel point est-ce qu'elles sont demandantes et à quel point est-ce qu'elles demandent un travail de préparation en amont et un travail de récupération juste après. Donc déjà, rien que ça force dans une structure de semaine à ne pas avoir la possibilité d'en caler beaucoup plus que 2. Ouais. Tu vois ? 2 ou 3 en Deux général. ou 3, ouais. Tout dépend forcément de déjà votre expérience, mais on parle en général entre 1 et 3 séances de qualité spécifique dans votre semaine. Ouais. Et quand on dit qualité, c'est pas des séances où on termine complètement explosé. Et le problème, c'est que on a cette tendance à se dire, par exemple, le week-end, c'est un petit peu les séances Punisher, où on va chercher une séance spécifique Aerox, on va chercher un format plus long, et ce format long, finalement, il n'y a aucune éducation, le seul but, c'est de se terminer et d'être complètement allongé sur le sol. Pour moi, c'est pas une séance de qualité. Non. Déjà, c'est pas une séance de qualité dans la définition, c'est pas une séance de qualité parce que tu termines au sol, mais on insiste sur le fait que des séances de qualité, et on le voit, et quand on essaye même ici dans des groupes classes qu'on peut donner, une séance de qualité, tu dois ressortir avec énormément de repères, d'éducation et de pistes d'amélioration. C'est ça, à fond, ouais. Et je pense que c'est ce qui manque chez beaucoup de personnes, c'est de se dire, je veux que ma séance de qualité soit une simulation. Soit la plus dure possible. Ouais. Alors que finalement, ta séance de qualité, comme un Aerox en solo, peu importe, tu dois terminer dans un état qui est plus ou moins frais. Elles sont dures. On en a discuté hier. On en a fait chacun une. Je t'ai envoyé un message. Ok, je suis pas bien. Hardcore. Ouais, c'était dur. C'était dur, mais pour moi, c'est le genre de séance où tu sors de là, t'as gagné quelque chose. Tu le ressens. Ouais, tu le ressens. Ouais, clairement. Et c'est pas juste que je suis complètement explosé et que il faut plus rien me demander de la journée. Ouais. Non, c'est vraiment, tu sais que ces séances de qualité, certes, en général, on va aller mettre une certaine intensité parce que c'est là où on va essayer d'aller chercher un objectif quand même particulier, mais ça ne veut pas dire, comme tu l'as mentionné, que c'est d'office signification à être complètement HS après ces séances. Elles vont être spécifiques, mais elles doivent être vraiment abordées, de se dire que c'est là où on va essayer d'être le plus frais possible, mentalement, physiquement, pour avoir le plus d'adaptation possible, le plus d'apprentissage lorsqu'on va être exposé à ces séances. Et comme on l'a mentionné, Week 1 ne va pas être la même chose qu'en Week 10, en fin de préparation. Non. Pour donner un exemple, les premières séances de qualité que nous, on a fait lors de la préparation, c'était en général le mardi et le vendredi. Le mardi, on était sur des intervalles de 1000, 1600 mètres, ça a été progressif à chaque fois, avec des périodes de récupération entre. Ouais. Ça, c'était la première séance. C'est-à-dire, on va travailler sur son seuil, on va être avec une seule composante monostructurelle de run, et on va passer du temps dans cette zone. Et avec la période de récupération, et avec l'exposition, semaine après semaine, on est déjà capable de ressentir cette amélioration. Ouais. Deuxième séance, c'était la proposition de faire ça aussi l'après-midi, c'était quelque chose de très similaire sur machine. Ouais. Et puis après, la séance de vendredi, c'est celle-là où on venait mettre déjà un petit peu plus de modalité, mais le même principe. On travaille
tout doucement, avec plus de spécificité, on intègre des périodes de récupération, on travaille seulement sur certaines stations et on build up comme ça à chaque fois, semaine après semaine. Ouais, et que même durant ces séances de qualité, il y a parfois des intentions qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que sur une séance de qualité, on peut probablement se dire qu'on peut avoir du run qui soit beaucoup plus simple parce qu'on veut mettre de l'intensité davantage sur des stations ou sur une machine et que ça n'a pas être spécialement tout le temps de la haute intensité tout au long de l'entraînement sur toutes les modalités qu'on vient incorporer au sein de cette séance-là. C'est ça, ouais. Non, ça peut être une fois un travail vraiment juste de seuil, ça peut être un travail de transition, ça peut être un travail de run compromis qui vient se greffer en général un peu plus tard dans la préparation parce que c'est ce qui fait le plus mal, quelque part. Et donc on doit être sûr qu'on est prêt déjà à pouvoir assimiler cette charge. Donc, ouais. Maintenant, tu as parlé de double séance. Ça, c'est une des manières dont nous, on a évolué parce que c'est ce qui nous faisait le plus de sens. Et encore une fois, l'idée derrière une séance de qualité, pour qu'elle soit qualitative, c'est qu'elle soit faite dans un état de fraîcheur. Ouais. Donc, le fait de dissocier 2 séances nous permet d'arriver dans un bon état, ou en tout cas un petit peu mieux que si on enchaînait 2 grosses séances. Au fur et à mesure de la préparation, la demande devenant de plus en plus importante, ça fait de plus en plus sens d'en en faire qu'une seule session. Absolument. Et ces sessions-là deviennent de plus en plus pertinentes parce qu'elles deviennent plus longues, elles demandent des efforts plus longs et elles demandent de tenir ces intensités qui vont finalement se rapprocher de l'intensité et du temps qu'on pourrait passer sur un Aerox. Ouais, très bon point. Et pour moi, ce qui fait vraiment la différence et qui peut vraiment faire bouger le curseur, c'est ces séances de qualité-là, à partir du moment où elles deviennent longues. Oui, on l'a ressenti à ce moment-là. Hein. C'est que quand on passait vraiment plus de temps dans ces séances et de juste être dans ce seuil et passer du temps, que on a vraiment clairement ressenti que de semaine en semaine, c'était à chaque fois différent et un peu plus facile de pouvoir tenir cette période et cet inconfort. Ouais, parce qu'on pouvait avoir par exemple 2 sessions qui nous prenaient probablement 30 minutes chacune. À partir du moment où on avait des séances qu'on assemblait, on était très souvent sur des formats qui pouvaient durer 1 heure, 1h20, 1h30, à devoir tenir ces intensités-là. Et c'est là qu'on terminait ce genre de séance en comprenant que ce qu'on venait de faire allait payer. Ouais. Tu vois ? Ouais, à fond. Et c'est des séances, on s'en souvient, hein. Oui, et on en mange encore à l'heure actuelle, mais ce sont des séances qui font du bien, mais qui ne seront pas positionnées dès la première semaine. Non. Et ça, c'est plus que logique. On a parlé de ce que c'est que l'aérox, on a parlé d'aérobie, on a parlé de spécificité, mais on n'a pas encore évoqué tout ce qui est pattern de mouvement et force. Ouais. Ça, tu sais que c'est aussi un point super important. Et donc, ce 4e principe, c'est-à-dire que la force et les patterns de mouvement, les gars, doivent être développés en amont. Quand on est dans cette période de 12 semaines, on est dans de la spécificité. Cette spécificité, elle est de plus en plus spécifique au fur et à mesure des semaines. Mais pour être sûr que vous êtes quelqu'un qui a déjà ce background, cette capacité à bien bouger, c'est en dehors de cette préparation. C'est tout le travail qui est fait en amont. Et on va prendre un exemple qui est à chaque fois la station qui fait toujours très très mal aux yeux, c'est les wall balls. Ouais. Quand vous regardez juste les compétitions ou si par vous-même vous êtes confronté à ces wall balls, on peut voir très très rapidement quelqu'un qui a développé ce pattern de squat et qui est capable de faire un beau wall ball. Ouais. Et que nous, notre opinion les gars, c'est que si votre wall ball il est moche, s'il n'est pas beau à regarder, il est laid. On ne s'inscrit pas à un Aerox. ouais, c'est dur à entendre, mais un Aerox, c'est ça. Finalement, il y a des règles, il y a des mouvements à devoir maîtriser. Et autant l'Aerox a permis de rendre accessible le monde de la compétition et le fitness à énormément de personnes. Et rien que pour ça, on doit remercier Aerox pour tout ce qu'il a apporté pour énormément de personnes. Mais on ne devrait pas le remercier pour tous les dégâts qu'il a engendrés également. Oui, et ça, on a discuté un peu avant des podcasts et on peut revenir aussi avec le CrossFit qui a développé, qui a changé, révolutionné le monde du fitness, mais qui a eu ses défauts. Et c'est-à-dire que cette composante d'intensité et de modalités différentes fait que quand on combine les deux et qu'il n'y a pas cette fondation qui est créée en amont, il y a des problèmes qui se créent. Et qu'avec l'Aerox, ça n'a pas le même impact parce que les stations sont beaucoup plus accessibles, elles sont plus simples à réaliser, mais il y a quand même
cette fondation qui doit être là. Ouais. Et donc là, on parle de pattern de mouvement, de niveau, savoir réaliser un squat, un push horizontal, un push vertical, un tirage, les mouvements de rotation, les carry, de hinge, tout ce qui font qu'on est capable de bouger en 3 dimensions, il faut que ça soit pratiqué, honoré, maîtrisé avant de se dire qu'on va rentrer dans quelque chose de spécifique. Et donc ça, si on pouvait se dire à chaque fois qu'il y a une barrière d'entrée, tu vois, de se dire qu'avant de pouvoir s'inscrire à un Aerox, il y a certaines qualités qui doivent être développées en amont. J'aimerais vraiment bien qu'on puisse arriver à trouver un système comme ça. Mais tu vois, et on en revient aussi au fait que pour apprécier un peu cette compétition, il faut savoir déjà maîtriser ses mouvements, parce que si finalement ton but c'est de terminer cette compétition mais de passer 25 minutes sur des wall balls parce qu'il n'y a aucune répétition qui passe, il y a un problème. Il y a un problème. Et à quel point est-ce que tu peux vraiment bénéficier de ce que l'Aerox te propose? Non, tu vois. Et je trouve que parfois c'est dommage, et parfois on en voit, et on a beau essayer de coacher, ou en tout cas de leur donner un maximum de cues sur la manière dont ils peuvent améliorer les wall balls. On n'améliore pas un wall ball, ou en tout cas un pattern de squat avec des wall balls. Non. Et la première chose à faire pour ces gens-là, ça serait de leur dire, tu remplaces la balle là où elle était, là où tu l'as trouvée. Tu la ranges. Tu ranges la balle. Et tu viens, et on va travailler ce pattern de squat. On met du tempo, on met des pauses, on va aller chercher de l'amplitude complète, on est concentré, on est intentionnel, et on n'essaie pas juste de lancer ces pauvres petites balles. Non. Mais en plus de ça, c'est ce qui va rendre le mouvement le plus économe possible. Et en Aerox, on ne l'a pas évoqué, mais une des spécificités et une des demandes de l'Aerox, c'est à quel point est-ce que tu es capable de rendre des mouvements simples, très économes. Tu vois? Et pour rendre un wall ball économe, il faut que tu aies un squat qui soit profond, il faut que tu aies un squat qui soit maîtrisé, il faut que tu aies une certaine force sur le haut de ton corps pour pouvoir balancer cette balle. Même chose qui là devient pour certaines personnes très compliqué. Donc il faut qu'il y ait un petit peu ce qu'on parle, cette endurance de force. Tu vois, c'est énormément de choses à développer qui ne peuvent pas être faits juste en réalisant les mouvements d'Aerox. Non, et en te disant que ça va être fait lors des 12 semaines. Non, et oui, encore moins. On peut, et c'est le but. Le but de ces 12 semaines, c'est de s'améliorer sur ces mouvements-là. Clairement. Mais la base de ce pattern, cette compréhension vraiment profonde, que ce soit quelque chose qui est automatique, qui est compris et qui est juste naturel chez les individus, ça c'est tout le travail et la patience qu'il faut développer avant. Parce que Aerox a mis un format qui est censé target l'ensemble du corps et l'ensemble des patterns de mouvement. On a des pulls, on a des push, on a des squats, on a des hinges, on a des carry. Donc ça, forcément, ils ont été intelligents dans la répartition et dans la sélection d'exercices. Ouais, ils ont mis que des choses qui étaient normalement accessibles, parce que je sais que au tout premier, l'essence même de l'Aerox, ils avaient évoqué de mettre des box jump, par exemple. Ouais. Mais ils savaient que s'ils mettaient des box jump, il y avait probablement une grande partie de la population qui ne pourrait pas le faire. Ouais. Donc vraiment, même s'il y a certains patterns là qui peuvent paraître compliqués, ça reste normalement 8 mouvements accessibles pour tout le monde. C'est ça. Voilà, le message, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment se dire qu'il faut se laisser du temps pour construire ses fondamentaux, devenir plus fort, créer cette base d'aérobie, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, et de pouvoir mélanger tout ça après. Et de se dire qu'en fonction de la demande, et de se dire qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, c'est fluide, c'est beau, c'est contrôlé. C'est contrôlé, c'est économe, et ça lead à juste une bonne gestion de course, et en tout cas terminer ta course en étant un peu bien, quoi. On ne sera jamais bien, mais un minimum. Les gens sont souvent quand même par terre après un Aerox, parce que la demande est quand même importante, clairement, mais il y a cette gestion qui a été faite. Et ce ressenti que malgré que ça a été dur, vu qu'on est sur quelque chose de l'endurance, on est capable de pouvoir tenir cet effort pendant cette période. Ouais, et un point encore que je voulais ici évoquer en discutant, mais certes, on va développer ces patterns en amont. On le sait, sur un Aerox, ces patterns vont être un tout petit peu modifiés de par la demande. Donc par exemple, si on prend un carry, un farmer carry, ou si on prend des walking lunges,
autant on est très fervent et je pense qu'on met en avant énormément le travail de posture et cette manière de bouger, bien bouger, du tempo. Sur des lunges, on s'attend à avoir un très très beau contrôle, de ne pas taper le genou au sol. Sur des carries, on s'attend à avoir une posture très fière, des épaules bien relâchées, un dos et une cadence très 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 faible. Là où finalement, quand il faut commencer à mettre de la vitesse, on en perd déjà pas mal cette maîtrise du mouvement, donc on a déjà intérêt à de maîtriser de base. Comme on le dit sur les walking lunges, notre astuce numéro 1 serait de taper le plus violemment possible le sol avec les genoux. Smash that knee on the floor. Mais cette manière de faire n'est possible que si ton mouvement est déjà maîtrisé au préalable. Ouais. Et le niveau, on est dans un cadre encore qui est facilement réalisable parce que les stations sont simples. Ouais. Quand on revient de niveau dans le contexte de CrossFit, c'est vraiment cette dimension qui a fait beaucoup de dégâts. Ouais, qui a fait beaucoup de dégâts et qui fait qu'à l'heure actuelle, le CrossFit est un petit peu en déclin parce que, de par la complexité, il y a énormément de personnes qui se sont vues fermer des portes et ne juste pas pouvoir accéder à des compétitions parce qu'il y a certains mouvements qui ne sont pas maîtrisés. Donc ça veut dire que tu commences du CrossFit, mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu n'arriveras jamais à un certain niveau parce que tu n'arriveras pas à développer ces qualités de par peut-être juste le fait que tu n'aies pas le temps de les développer. Tu vois, imaginons quelqu'un qui s'entraîne 2 fois dans sa semaine. Est-ce que tu as la possibilité de travailler toutes les qualités qui sont demandées sur du CrossFit? Non. En Aerox, par contre, tu as 8 mouvements à développer. C'est très très bien parce que ça te permet d'en développer que 8. Et en même temps, à contrario, tu as beaucoup de personnes qui du coup vont rester focalisées que sur ces 8 mouvements en se disant finalement j'ai besoin que de faire 8 mouvements et c'est la seule demande de mon sport. Je me limite à 8 mouvements, mais est-ce qu'avec ces 8 mouvements, tu peux t'exprimer de la meilleure façon qui soit dans la vie de tous les jours? Non. Non, et c'est vrai qu'on peut vite perdre un peu cette notion et se dire qu'il faut s'entraîner pour un Aerox, il faut que je sois bon à toute cette station, mais c'est super spécifique. Ouais. C'est parce que il y a ce format qui a été pondu, qui a été inventé et qui fait le buzz maintenant et que du coup on s'entraîne pour ça. Mais il y a toute cette beauté juste du mouvement. Et ça, on en discutera encore longuement parce que c'est super important et je veux vraiment que les gens comprennent cette notion que cette chaîne cinétique, cette capacité qu'on a à bien bouger, ça doit être vraiment élargi et mieux compris. Mm-hmm. Parce que c'est très très sélectif le fait de s'entraîner pour 8 stations, okay, mais on est capable de faire tellement de choses et pour revenir un peu dans ce contexte aussi de préparation, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est-à-dire que quand on a plusieurs compétitions aussi dans une saison et qu'on doit se forcer à travailler sur ces spécificités, on en perd un petit peu aussi le reste. Ouais. Tu vois, et qu'on doit mettre certaines choses de côté. On peut pas mettre le même focus sur notre mobilité. On peut pas mettre le focus de la même façon que sur les entraînements de résistance et d'être plus fort. Parce que autant on peut développer son seuil à l'aérobie, on peut développer son threshold, on peut s'habituer à toutes ces transitions, mais c'est pas en 12 semaines de prep qu'on va se focaliser sur notre force max. Non. Ou vraiment se permettre de travailler et d'aller accéder à des amplitudes de mouvement qui sont peut-être un peu plus importantes, tu vois. Non. Clairement, sur une préparation comme à l'heure actuelle, on a zéro avantage à tester notre max sur un back squat. Non, mais par contre, au fur et à mesure des semaines, au plus on va être capable de rajouter des wall balls sous contrainte, en travaillant cette endurance de force, en travaillant ces wall balls de manière très variée, puisque finalement on peut mettre quand même beaucoup de variations. C'est là que ça fait sens. Ouais. Tu vois, mais c'est sûr et certain que si on revient dans 12 semaines et qu'on veut retester un back squat, on ne se sentira pas le plus fort. Non, et que d'où l'importance aussi de se dire que quand on est dans ces préparations, il faut apprécier et accepter qu'on travaille ces spécificités. Mm-hmm. Mais si on fait ça correctement, tout le monde devrait pouvoir ressentir que c'est pas quelque chose qui doit être tenable. Non. Parce que c'est pas agréable. Tu vois, de pouvoir rester... Non, c'est pas agréable. Et puis tu sens qu'il manque quelque chose. Oui, c'est ça. Et que ce quelque chose qu'on n'a pas l'opportunité de pouvoir travailler parce qu'on a tous 24 heures sur une journée et qu'on peut pas tout mettre, il vient se greffer quand on est dans des saisons qui sont un peu plus relâchées, un peu plus détendues, où on peut
mettre le focus sur toutes ces choses qui sont positives et qui doivent être gardées. Parce que sinon, si on reste trop longtemps aussi à chaque fois dans cette spécificité, ben, on a des chances aussi de perdre un petit peu ce qu'on a construit en amont. Tu vois. Donc ça, c'est important. On arrive sur le dernier principe, les gars, le principe numéro 5, qui est la récupération, forcément, est partie intégrante de la performance. Ouais. Et là, du coup, je voulais un petit peu te poser cette question, en tout cas ces questions sur, depuis ces différentes saisons qu'on a déjà traversées, depuis les premières aéros qu'on a pu effectuer jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as modifié, qu'est-ce que tu sens qui a réellement eu un impact en termes de récupération ou de performance sur tes entraînements? Ce que je remarque le plus avec toi, et c'est assez récent, c'est que j'essaie de dormir quand même un petit peu plus. Un petit peu plus. Tu y arrives? Ce que j'ai mis en place là maintenant, c'est qu'on est super régulier sur l'heure à laquelle on va dormir. Ouais, très tôt, je pense. Très tôt. Si vous voulez avoir une heure, à 21h, on est au pieu. Parce que le réveil matinal, il est tôt chez nous. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai essayé pendant plusieurs jours de ne pas mettre de réveil. Et de laisser vraiment mon corps être synchronisé par rapport à juste ce qu'il a besoin. Et ça reste à chaque fois sur cette durée de sommeil que j'avais déjà bien estimé auparavant, qui est en général 7h30, tu vois, 7h, 7h30, c'est en général ce que j'ai vraiment besoin pour me réveiller de façon instinctive et aux bonnes heures. Genre là maintenant, de façon instinctive, 4h45, je me réveille. Ok, ça c'est très tôt. Mais ça fonctionne, tu vois, et que je sais que j'ai le bon quota. Donc forcément, vous savez que le sommeil est la base numéro 1 pour pouvoir bien récupérer. Ça, tout le monde le sait. Mais d'autres stratégies, je ne vais pas vraiment parler de ça, de stratégie, c'est juste dire que je mets d'autant plus attention maintenant sur le total calorique que j'ai sur mes journées. Je mange beaucoup plus. Là, pour l'instant, je suis à 4005 non négociables par jour. Ça, c'est ta base. Ça, c'est la base. Ouais. Je reste à ça parce que c'est ce que j'ai vraiment besoin. Maintenant, je vais même encore expérimenter d'aller encore un petit peu plus haut parce que je vois que tu vois là pour l'instant, le poids, il reste très répétitif et il bouge pas. Il y a des petites variations, mais ça reste tel quel. Mais si je veux vraiment être sûr que je fournis peut-être assez, peut-être qu'il y a encore un petit 200, 300 calories tu vois, sur la journée que je devrais implémenter. Donc, clairement, le total calorique qu'on a sur nos journées est primordial pour être sûr qu'on fournit à notre corps ce qu'il a besoin. Ouais, et là, on ne dit pas à tout le monde de manger les 4005. 4005, c'est déjà énorme. Ça représente une grosse quantité en termes de nutrition. Ouais, ça demande d'avoir 4005 qui reste très propre. Ouais. Parce que tu pourrais le faire d'une manière scandaleuse. 4005 qui reste très propre. Et c'est en accord avec ce que tu dépenses aussi. Voilà, tu vois, donc tout ça, forcément, ce total calorique est individuel et il demande de la pratique et de l'expérience aussi pour savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Mais donc là, maintenant, par rapport à l'après précédente où on était plus ou moins autour des 4000, tu vois, là maintenant, je sais que 4005 parce que mon volume d'entraînement augmente encore actuellement. On est en train d'expérimenter d'autres choses et de voir qu'est-ce que maintenant notre corps doit subir pour garder cette adaptation. Et je dirais que je respecte vraiment à chaque fois, en général, quand même, ces 2 jours post-séance qualité. Tu vois, c'est-à-dire que quand on a une séance de qualité, une grosse journée, on a évoqué le mardi, le vendredi ou le samedi, je garde quand même encore 2 jours easy après cette séance. Ok, ouais. Donc dans ta structure d'entraînement, il y a aussi ces changements qui ont été faits. Ouais, tu vois, je sais que je ressens vraiment encore que j'ai besoin forcément du jour post-journée qualité, qui va être un jour un peu plus easy, soit on va faire juste de l'aérobie, on va essayer de récupérer toujours en restant en mouvement. Le jeudi, je sens que je ne suis pas encore, je dirais, à 100%. Ouais. Chose du coup qui me permet d'avoir ces 48 heures et de se dire que après le vendredi en général je vais pouvoir ressentir que je suis niveau prêt à mettre de l'intensité dans une autre séance. Ouais, donc là c'est vraiment respecter le principe que j'aime beaucoup répéter, keep your high high, keep your low low. Quand c'est des jours bas, c'est des vrais jours bas. Mais par contre, quand c'est des jours hauts, on y va. Voilà, et ça fait partie de la récupération. Tu vois, c'est-à-dire que forcément, on sait que la nutrition, l'apport calorique, le sommeil, lors du podcast précédent, on a évoqué tout ce qui était un peu supplémentation, qui est super important, et c'est toutes des choses à avoir au quotidien. Mais forcément, dans vos semaines, il y a plein de petites choses que vous allez devoir ressentir et qui vont, j'ai envie de dire,
venir de façon intuitive parce que quand on est régulier, quand on a les séances d'entraînement qui sont bien planifiées et qui sont répétitives semaine après semaine, ben on peut plus facilement anticiper comment est-ce qu'on va se sentir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que toutes ces choses que tu mets en application, elles sont possibles uniquement du fait que tu es capable de le répéter. C'est ça. À partir du moment où tu as un plan qui est complètement aléatoire, avec un emploi du temps qui est complètement aléatoire et probablement ta manière de t'entraîner qui est aléatoire, je vois même pas comment est-ce que tu pourrais savoir le nombre de calories que tu devrais consommer, à quel point est-ce que tu aurais besoin de récupérer après une séance de qualité, comment est-ce que ta semaine pourrait être structurée. Donc c'est cette répétition qui fait que finalement tu arrives à créer un système qui fonctionne. Ouais, parce que sinon il y a trop de paramètres. Ouais. Il y a trop de paramètres. On essaie vraiment de toujours respecter certaines choses, on les répète et grâce à cette répétition, ben, on peut vraiment être plus en harmonie par rapport à ces adaptations, ces changements et ce qu'on va ressentir face aux entraînements et tout le reste. Ouais. Donc ça, c'était un point qu'on avait déjà incorporé lors des précédentes, mais qu'on confirme qui est importante. Après, même chose, c'est pas une règle d'or. On sait que même dans le milieu maintenant professionnel des athlètes Aerox, il peut y avoir des fois une troisième séance qui vient se greffer dans la semaine et donc ça devient un peu plus compliqué aussi. Il peut y avoir des schémas et puis même ces schémas peuvent évoluer au sein même d'une préparation. Bien sûr, ouais. Tu peux te dire d'avoir un entraînement de qualité suivi de 2 jours de récupération, comme tu peux avoir 2 jours hard et 1 jour de récupération. Tu vois, il n'y a pas de règle. J'ai encore vu récemment un plan d'entraînement d'un athlète élite qui était il était sur une base d'avoir 3 jours crescendo en intensité. Donc, il commençait avec une certaine intensité qui était déjà de la haute intensité. Il enchaînait une 2e journée encore de qualité, une 3e journée encore de qualité encore plus haute. Et puis seulement, il prenait son jour de récupération. Donc, tu vois, ça peut dépendre. Et je pense qu'on aura encore l'occasion de tester pas mal de choses. Et on verra un petit peu ce qui fonctionne. Et ça, petite parenthèse, mais c'est super important de pouvoir clairement identifier la structure qu'on va mettre en place dans une préparation. On ne dit pas que ça va être exactement la même pendant 12 semaines, loin de là, c'est évolutif, c'est progressif, mais il ne doit pas y avoir trop de changements. Non. C'est-à-dire que si on se dit qu'on va avoir 2 séances de qualité sur la semaine, essayons de rester sur ces 2 séances de qualité avec un minimum d'interférences et de changements. Et ensuite, on peut venir tester, si ça a marché, good, tant mieux. On refait exactement la même chose, on est parti sur une 2e prep, on voit comment ça se passe et que quand on ressent qu'il y a quelque chose qui stagne ou qui ne fonctionne plus, c'est là où on peut venir tenter de nouvelles choses et de venir greffer d'autres paramètres et d'avoir un changement à ce moment-là. C'est toujours la question, pourquoi changer quand ça fonctionne ? Ouais. Il n'y a pas de raison, à part si ça paraît trop monotone ou que ça devient ennuyant, mais accepter que c'est l'ennui qui forge, non, à ce moment-là, quand tu as compris ça, tu peux tenir ça très longtemps. Ouais, non, c'est clair. Ça revient à chaque fois sur le même principe qu'on dit, mais l'ennui, même si on est sur un bike pendant 60 minutes, 90 minutes, ça paye au final. Ouais, ça paye. Et une autre chose que là, on n'en a pas encore évoqué, je pense que c'est quelque chose que tu mets en application et qu'on en a déjà pas mal discuté entre nous, parce que tout ce qu'on applique, tout ce qu'on tente, on en discute. C'est un petit peu notre consommation, même en pré, en intra et en post. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment insister, c'est que des séances de qualité, ou peu importe, même n'importe quelle séance, devraient suivre une certaine logique et devraient être préparées en amont. Donc une séance de qualité, pour beaucoup, je l'entends, et encore une fois, quand je le vois ici dans les cours, le nombre de personnes qui me disent qu'ils sont à jeun. Je dis pas l'entraînement à jeun, il y a des bénéfices, on l'a réalisé très souvent. Mais ce qu'on peut dire directement, c'est qu'en général, on va quand même éviter de faire une séance de qualité justement à jeun. Exact, voilà. C'est de se dire qu'une séance de qualité, j'ai pas envie de dire qu'elle se prépare la veille et l'avant-veille, mais elle se prépare la veille et l'avant-veille. Donc on y est. C'est vraiment ça, c'est de se dire, une séance de qualité, finalement, elle va être tellement représentative d'une compétition, en tout cas de l'intensité d'une compétition, c'est que c'est l'occasion de pouvoir tester énormément de choses et que chaque séance de qualité devrait être un test qui va te permettre simplement le jour J d'avoir le moins de flou possible. Ouais. Donc une séance de qualité, elle se prépare la veille sur le fait d'avoir suffisamment, d'avoir un peu des carbs. Je ne dis pas de faire un carb load chaque fois, à chaque séance de qualité, chaque semaine, 2 fois dans la semaine.
Mais par contre, avoir vraiment les repas qui sont pensés en amont, probablement ton repas qui va se faire avant ton entraînement. Et alors, à l'heure actuelle, un point sur lequel on accorde beaucoup d'importance, c'est ta consommation durant la séance. Et ça, c'est durant cette prépa, sachant que les intensités deviennent de plus en plus hautes, la consommation qu'on a sur chaque séance devient de plus en plus importante également. Vu qu'on a parlé beaucoup d'endurance, vous devez vraiment comprendre qu'en général, quand on parle d'endurance, ça signifie qu'on parle beaucoup de glucides. Ouais. Et qu'on va devoir maximiser justement ce macronutriment parce que c'est l'élément le plus important pour la performance et pour subvenir aux besoins qu'on a lors des entraînements. Donc on parle pas juste de consommation de glucides intra-entraînement, on parle de pré, intra, post. Ouais, et ça s'entraîne. C'est ce qu'on appelle le gut training. Et ça devrait être le focus de beaucoup de personnes, s'entraîner à manger. Oui, c'est ça, et que ça va vraiment pas être compliqué. Hein. Là, on parle de choses que vous n'avez pas encore l'habitude de pouvoir mettre en place dans votre structure, mais c'est juste se dire que avant l'entraînement, vous avez besoin d'un apport en glucides. Forcément, il va être dépendant en fonction de la durée avant l'entraînement. Pendant l'entraînement, c'est là où on va avoir des boissons isotoniques, on va avoir une charge de glucides avec aussi des électrolytes. Et post-entraînement, vous avez besoin d'une source de glucides. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'assez rapide parce que vous avez une activité juste après, vous avez votre banane avec galette de riz et un peu de confiture, ou est-ce que vous avez carrément un repas, vous avez un sludge, peu importe. C'est le fait d'avoir des glucides qui se situent pré, intra et post. Là maintenant, je tourne autour des 600 grammes de glucides par journée. J'ai jamais consommé autant de glucides au quotidien que ça. Ouais, mais c'est là que tu te rends compte que finalement, 600 grammes, c'est... Non, parce que avant, genre 600, 700, on était en carb load. Ouais, oui, ça paraissait énorme. Ça paraissait énorme. Là, maintenant... mais quand tu t'y habitues et quand tu commences à comprendre un petit peu les principes et ce qui fonctionne et la manière dont tu peux faire rentrer 600 grammes et que ça soit finalement très confortable au niveau digestif, 600 grammes, ça passe très facilement. Ouais, ça passe facilement, mais ça reste quand même, ça reste un apprentissage. Pas juste les 600. Là, on parle toujours du volume. Donc, on a évoqué les 4500. Là, clairement, c'est quand même un certain volume de bouffe sur la journée. C'est des essais, c'est des erreurs. Et même encore maintenant, j'ai pas encore la formule magique. J'ai mes 4500, ça c'est sûr. Mais je vais pas dire que ma digestion, tu vois, est optimale au quotidien. Maintenant, avec cette augmentation d'aliments. Non. Et cette consommation d'aliments, et puis à côté de ça, il faut encore caler les entraînements. Et on sait que durant les entraînements, la digestion n'est pas spécialement mise de manière prioritaire. Donc, ça, c'est encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut dealer. Mais comme toujours, c'est la pratique, c'est de pouvoir avoir un target, savoir qu'est-ce qu'on met en avant et de juste... expérimenter, il faut être des scientifiques, il faut être avec son... On a notre propre labo, notre clairement, tout le temps. Corps, et ça c'est quelque chose qu'on aime le dire, c'est utiliser ces phases de préparation pour se préparer. C'est de la préparation. Tu vois, c'est d'être aussi simple que ça, c'est se préparer au jour J. Et chaque entraînement, chaque opportunité, chaque petit détail qu'on peut ajuster, c'est le moment de le faire. Il y a des tests, il y a des erreurs, faites-les, c'est le moment de le faire. Et on a 12 semaines pour se planter. Ouais, là maintenant on en a plus que... un peu moins. On en a plus que 8. De façon générale. Pour Mikkelon, mais ouais. Les gars, on a parlé de bonnes choses, il me semble. Ouais, je pense qu'encore une fois, on a fait le tour un peu de tout ce qu'on voulait. On pourrait dire encore beaucoup de choses. Ouais, mais je pense qu'on a respecté les principes clés. Je pense vraiment de se dire que quand on est dans ces 12 semaines, il y a cette compréhension derrière au final, qu'est-ce que c'est la performance et qu'est-ce qu'on va chercher. Pour l'Aerox, on est sur tout ce qu'on a évoqué précédemment. Il y a ce facteur d'aérobie qui est super important, qui doit être bien préparé en amont et qui est juste une continuité pendant la préparation. On a évoqué l'aspect pattern de mouvement et de force, qui était forcément super important et quelque chose qui est aussi travaillé en amont. C'est pas pendant les 12 semaines où on a ce focus et cette attention pour les détails et d'apprendre à bien bouger. Il faut vraiment être sûr que ça soit fait en amont. J'en ai dit 3 vieux. Aide-moi un petit peu, le 4e. 4e, on a parlé de l'entraînement spécifique. L'entraînement spécifique. Pas exclusif. Voilà, ça, on en a parlé en long et en large
sur le fait qu'il doit y en avoir, mais elle doit être apportée au bon moment avec la bonne touche. Et on vient de clôturer avec la récupération qui fait partie intégrante de la performance. Les gars, on espère sincèrement que vous avez apprécié cette conversation et que vous avez maintenant une meilleure compréhension derrière qu'est-ce que ça consiste, une préparation d'Aerox, en gardant bien à l'esprit qu'on est sur une ligne du temps et que lors de ces 12 semaines, c'est qu'une infime petite partie de cette ligne du temps et qu'il faut toujours avoir ce pôle et cette vision long terme et que cette préparation de 12 semaines, ce n'est que 12 semaines parmi tant d'autres. Si vous avez forcément cette recherche de pouvoir comprendre et de mettre en application, les gars, vous savez pertinemment bien où nous trouver et que ces programmes, ces préparations, on se donne corps et âme pour les perfectionner, les améliorer et de proposer à chaque fois différentes approches et de se dire qu'on est fervent de pouvoir pratiquer pour mettre en avant ce qu'on propose. Et donc, ces préparations, qu'elles soient de 8, 10 ou 12 semaines, elles sont pensées, elles sont structurées et elles vous permettent surtout d'avoir cette confiance au quotidien que vous allez avoir une progression et d'être ready, performant le jour J. Ouais. Et si vous avez la moindre question, moindre interrogation, vous pouvez commenter. Comme toujours, on va vous inviter à partager cet épisode, le liker. N'hésitez pas également à mettre la petite notification à chaque fois qu'un épisode sortira. Ça vous aidera et de votre côté, ça vous permettra de ne juste pas rater toute cette mine d'informations qu'on essaye de véhiculer. Et on n'a plus qu'à vous dire à la prochaine. See you guys in the next one. See you.